Bonjour Grégory Houssin, merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? En quelques minutes, Oh, en quelques secondes. quelques secondes. Alors, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai une petite fille. Je suis originaire des Yvelines. Je suis arrivé dans le département il y a seulement quelques années, en 2012. Je suis sapeur-pompier professionnel. Et puis voilà. Alors donc vous êtes délégué départemental UPR du Loir-et-Cher, donc adhérent depuis 2011. Je crois que d'ailleurs vous êtes un des plus anciens. Je suis le plus ancien du département là. Mais alors d'où vient cette vocation de vouloir sauver les Français? La vocation de pompier elle remonte. J'ai pas de pompier dans la famille, j'ai pas d'exemple. Moi, ça remonte à la maternelle. Et comme tous les petits garçons qui avaient des camions de pompiers, qui voulaient être pompiers. La différence, c'est que moi, ça m'a jamais quitté. Voilà. Et voilà, tout simplement. Après, sauver la France, sauver les Français, l'UPR, c'est plutôt l'idée que les Français doivent se sauver eux-mêmes. C'est essayer de les convaincre, déjà de leur montrer la menace qui pèse sur leur liberté, sur leur pays, et leur donner envie de sauver leur pays. C'est ça l'UPR. Je pense que c'est pas l'UPR qui va sauver les Français, c'est les Français qui se sauveront eux-mêmes, peut-être grâce à l'UPR. Dans votre métier, donc de pompier, vous êtes aussi impacté par des décisions politiques. Alors, on peut même voir plus large, on peut voir sur les services publics en général. Si je dois donner des exemples concrets pour les pompiers, il y a déjà les restrictions de budget qu'on retrouve aussi dans toutes les administrations. Depuis quelques années, on a gelé les budgets, voire on les a réduits. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, dès qu'on gèle un budget, étant donné que l'inflation n'est pas nulle, il faut faire des économies d'échelle tous les ans, un petit peu plus. Alors au début, on supprime des agents par-ci par-là. Ensuite, on supprime des agents de garde, donc on enlève des pompiers. Après, on ferme des casernes et on supprime des véhicules. C'est ce qui se passe concrètement. Par exemple, dans le département du Loir-et-Cher, pour être très concret, c'est 18 casernes qui vont être regroupées ou fermées dans les 5 années qui viennent. Alors là, on touche de fait la sécurité des Français, le secours dans certaines conditions des Français. Est-ce qu'on peut considérer que ces politiques, finalement, diminuent la qualité de service, si on peut parler de service en termes de pompiers, bon, en tout Oui, cas, oui, c'est ça. la qualité des secours? La qualité des services publics est en train de diminuer. Moi, j'ai ma femme qui travaille à l'hôpital, donc je le vois aussi du côté hospitalier, c'est vraiment catastrophique. On est en train de démolir le service public hospitalier. Public, hein, les services privés se portent bien. Mais c'est dans tous les détails. Les gens ne se mesurent pas à quel point les décisions européennes peuvent impacter. Moi, je le vois très concrètement. Si on veut rester sur les pompiers, par exemple, nos uniformes et nos tenues d'intervention étaient définies en France par des notes d'instruction technique qui sont très précises, avec un cahier des charges très précis, pour savoir la couleur, les matériaux qui doivent être composés par rapport à la résistance au feu, tout un tas de détails. Ça faisait un cahier des charges extrêmement sévère, on va dire. Et pour répondre à ces cahiers des charges, c'est des entreprises françaises jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est les seuls qui pouvaient garantir le niveau de qualité qu'on exigeait. Or, la Commission européenne, en 2015, a jugé que c'était une distorsion de concurrence. Donc a demandé à la France de faire supprimer ces notes d'instruction technique afin que les services départementaux, à qui on a réduit les budgets, puissent se fournir n'importe où, en Chine, au Bangladesh, au Maroc, et fassent fabriquer des produits, donc avec des normes revues largement à la baisse. Pour faire et puis comme les départements eux-mêmes ont des budgets revus à la baisse, ils ne vont pas se gêner de le faire pour faire des économies. Donc les boîtes françaises qui, comme les uniformes avant de l'armée, étaient fabriqués en France, etc., elles sont vouées à disparaître. Et donc, vous avez dit qu'il y avait aussi donc, une diminution du nombre de casernes. Alors, quand on sait que les pompiers, ce qu'on attend d'eux, c'est d'être rapidement sur un lieu, est-ce qu'on peut considérer aussi que les temps d'intervention ont augmenté ou vous arrivez quand même relativement à stabiliser ces temps d'intervention? En fait, on arrive à la limite de ce que permet la loi dans certains départements. Dans les départements ruraux, comme le Loir-et-Cher par exemple, on arrive à la limite de ce que autorise la loi en matière de réponse des secours. C'est-à-dire que vous pouvez avoir assez rapidement un ou deux pompiers sur les lieux, mais pas tout le nécessaire pour gérer l'intervention. Mais on répond à la législation en vigueur qui veut qu'en 25 minutes, entre l'appel et les secours sur place, les pompiers soient là. Donc vous allez avoir des pompiers peut-être en un quart d'heure, mais ils ne seront pas forcément équipés, ou ce sera pour un secours à personne, l'ambulance ne sera pas là, mais vous aurez déjà au moins deux personnes en pont secours. Pareil pour un feu, ce sera juste des personnes en pont secours en attendant les renforts qui mettront beaucoup plus de temps à venir. De ce point de vue-là, on est sûr que la qualité des secours est réduite. C'est un mode dégradé. Le problème, c'est que le mode dégradé est devenu la norme.
D'accord. Oui, effectivement, c'est pas... C'est pas terrible. Hein. Donc ça, on est d'accord, c'est les restrictions Voilà. budgétaires. Si vous voyez au niveau de nos autorités, ils considèrent que fermer des casernes, ça permet d'être plus rapide et plus efficace. Je sais pas, j'arrive pas à trouver l'argumentaire qui permet d'arriver à cette conclusion, mais voilà, pour eux, c'est ça. Bon, puisque l'Union européenne, c'est un petit peu le modèle américain qu'elle veut nous imposer, est-ce qu'on peut penser que la fonction de pompier, elle est amenée à disparaître, ou ils veulent aussi finalement avoir des pompiers professionnels gérés par des sociétés privées? Comment vous voyez Alors la partie qui pourrait être privatisée, c'est ce qui se fait déjà dans certains départements, c'est tout ce qui concerne le secours à la personne. Les secours aux personnes, dans certains départements, dès que ça se gère à domicile, ils envoient des ambulances privées, donc des boîtes privées qui gèrent tout ça, avec des délais qui ne sont pas forcément les mêmes, mais de plus en plus, dans certains milieux, on envoie des ambulanciers privés pour gérer les interventions. Ça permet de soulager, comme les secours à personnes représentent entre 70 et 80% de nos interventions, si toute cette partie-là passait dans la partie privée, enfin une bonne partie, parce que dès que ce sera sur voie publique, ce sera quand même les pompiers, ce sera évidemment une voie, c'est une voie qui est qu'on étudie évidemment pour faire des économies. Ouais. Donc comme tout bon père de famille, vous avez le souci de l'avenir de vos enfants. Et on m'a dit que vous étiez très, très sensible aux causes écologiques. Alors, quelles sont vos actions dans ce domaine, enfin, voilà, quand on la vit de tous les jours? Alors, c'est ce qui nous a motivés à venir dans le département. On était en région parisienne, on a voulu partir dans le département parce qu'on avait un projet de construire une maison écologique. Et plus qu'écologique, c'est pas tant la partie écologique qui m'a motivé, quoique c'était une partie importante, c'est la partie résilience et autonomie. Voilà. C'est-à-dire d'être un petit peu moins dépendant du système qui nous gère au quotidien. Donc je voulais faire un lieu plus sécurisé où nous pouvions vivre de manière résiliente. C'est-à-dire qu'en cas de crise sévère, eh ben, on pouvait continuer une vie à peu près un peu moins impactée, on va dire. Vous avez une autonomie énergétique ou complète ou pas? Non, on n'a pas une autonomie énergétique complète. Néanmoins, si on nous coupe l'électricité, on sera moins perdu que d'autres personnes. Il y a un mode de chauffage sans électricité qui est conçu tout un tas de choses pour limiter l'impact d'une perte d'électricité ou d'un arrêt complet des centres commerciaux, des choses comme ça. En fait, c'est quelque chose que les Français ont perdu, qu'ils avaient encore pour la guerre froide, c'est de se dire comment on fait en cas de coup dur. Comment on fait en cas de crise. Les Français ne se mesurent pas qu'aujourd'hui, si on avait un équivalent de mai 68, hein, on ne sait pas ce qui va se préparer là dans les jours qui viennent, mais si on avait une crise comme ça qui durait, rapidement, il y aurait vraiment plus de carburant, plus de nourriture, plus grand-chose. Et de ce fait-là, quand les gens ne sont pas préparés, ils tombent dans la panique très vite. Alors ça, c'est dû essentiellement au fait que, pour des raisons de profit, les entreprises font de moins en moins stock, donc ils gèrent tout en flux tendu. Et c'est pareil pour tout ce qui est réseau électrique, on a fait un système qui n'a plus beaucoup de résilience. Comme il a fallu rationaliser les coûts, on a fait en sorte que les centrales à gaz qui permettaient de gérer les problèmes d'approvisionnement en cas de pic de consommation, on les a fermées les unes après les autres. On a fait des interconnexions avec nos voisins européens en se disant le jour où on a une grosse vague de froid, c'est eux qui nous vendront du courant. Sauf que de la même manière, les Allemands comptent sur nous et les Belges et ainsi de suite. Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait une grosse vague de froid sur l'Europe. On ne sait pas ce qui se passerait en fait. On vit à 30 km de la centrale de Saint-Laurent. Est-ce qu'elle va être démantelée bientôt? La centrale de Saint-Laurent, elle est vieille, hein, je crois. Le problème, c'est que toutes les centrales de France sont vieilles. Il y a plus de la moitié qui ont plus de 30 ans. Alors, vous devez le savoir, le problème du démantèlement des centrales nucléaires, il vient de leur conception. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, la décision elle avait été prise de les construire sans penser à les démanteler, et en pariant que la science apporterait des solutions dans le futur. Donc, alors, justement, est-ce que pour vous, c'était une erreur, ou bien des fois, justement, il y a des enjeux politiques qui obligent finalement d'avoir confiance et dans l'avenir et d'utiliser des solutions qu'on ne maîtrise pas forcément? Alors la décision qui a été prise à l'époque, c'est un sujet qui m'a intéressé, ça je l'ai étudié. Il y avait eu un très bon article dans Sciences et Vie là-dessus, qui expliquait que dans les années 50, il y avait plusieurs projets de centrales nucléaires, plusieurs méthodes pour produire de l'électricité à l'aide d'une centrale nucléaire, enfin pour faire chauffer de l'eau, parce qu'une centrale nucléaire, c'est ni plus ni moins qu'une machine à vapeur.
Et dans ces différents projets qui avaient été retenus, donc il y a le système qu'on utilise aujourd'hui, et il existait un système avec des carburants nucléaires qui étaient sous forme liquide, qui produisaient quasiment 1000 fois moins de déchets nucléaires et qui n'avaient aucune chance de provoquer un accident comme on a connu dans le monde. Il ne pouvait pas y avoir de surchauffe, parce qu'il suffisait de vidanger un des deux carburants et puis ils étaient séparés, c'était terminé. Et ce n'est pas la solution qui a été retenue, parce qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Si en France on a fait des centrales nucléaires, un, c'était pour maintenir notre autonomie énergétique, oui. Mais deux, c'était pour enrichir du carburant pour faire des bombes. Oui, il y avait ça, oui, tout à fait. Et ça, c'était le plus important. Faire du plutonium. Voilà, c'était très important. Et donc, cette technologie-là n'a pas été retenue parce qu'elle ne permettait pas d'enrichir du combustible. Et en plus, on ne pouvait pas l'embarquer sur un sous-marin ou un porte-avions. Donc le choix qui a été fait, c'était un choix de politique civile, mais qui était rattaché à notre autonomie militaire. Et donc ce choix-là a été fait des réacteurs à eau pressurisée. Ce qu'on utilise, c'est la même technologie qui est utilisée sur un sous-marin, un porte-avions. Mais alors justement, que ce soit civil ou militaire, il y a des fois des décisions politiques qui obligent finalement à prendre des voies qui ne sont pas forcément des voies idéales ou éthiques, ou sur le plan écologique notamment. Vous allez peut-être être un jour, enfin j'espère d'ailleurs, avoir des responsabilités politiques. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même être amené à prendre en compte. Ça vous dérange pas plus que ça, ou vous pensez qu'il y a quand même... Je pense que la question va être très compliquée à gérer. Et je ne pense pas que quelqu'un ait aujourd'hui la solution idéale. Le scénario qui semble peut-être le plus réaliste, c'est ce scénario négawatt, qui se baserait sur une part d'énergie renouvelable, une part d'économie d'énergie. Maintenant, je pense que l'avenir au niveau d'énergie, ça va être très compliqué. Parce que si on voulait être fou et mettre 30% de véhicules électriques en France, par exemple, il faudrait construire très rapidement 6 centrales. On n'en a pas encore construit une, on a un mal fou à en refaire une en Bretagne. Ça pose des problèmes immenses. Donc en fait, grosso modo, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements, tous les 5 ans, se refilent la patate chaude. Donc ce qu'il faudrait en fait, en réalité, c'est de l'argent. Parce qu'on a des génies en France, on a des gens qui sont extrêmement compétents, mais il faut leur donner l'argent et le temps de faire de la recherche et du développement, et ça on ne le fait pas. Alors, là on parle de transition énergétique. Est-ce que c'est un petit peu ça ce que vous dites, c'est qu'on ne donne pas forcément suffisamment d'argent pour la recherche dans ces nouvelles formes d'énergie? Voilà, on ne fait pas beaucoup de recherche sur des... En fait, on n'a pas de vision à très long terme. Si on avait une politique énergétique pour dire, nous, en 2050, on veut que la France, elle soit comme ça, là, oui, on pourrait faire des plans. Mais ce n'est pas le cas. On a des gouvernements il y a eu une politique énergétique dans les années 50. Voilà, c'est ça, mais depuis, elle n'a pas changé. Depuis, on n'a fait que d'essayer de garder la même politique en améliorant ce qu'on connaissait déjà, en essayant de bricoler ce qu'on avait, et puis on va faire tenir nos centrales nucléaires 40 ans, 50 ans, 60 ans, enfin on ne sait pas. Jusqu'à ce que quelqu'un change de politique. Et comme le jour où on va s'apercevoir que tout est vieillissant, là il va falloir faire un investissement absolument massif. Alors c'est ce qu'ont fait les Allemands. Eux, ils ont pris la décision de ne pas continuer dans le nucléaire, mais donc de revenir à des centrales à charbon. Donc de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que des énergies fossiles futures, ça sera le charbon qui va être réutilisé en abondance dans les 40 années à venir, de fait de la déplétion du pétrole. Alors, ça aussi, ça posera d'autres problèmes, parce que c'est pas du nucléaire, c'est pas de la pollution, en tout cas de la pollution radioactive, c'est de la pollution atmosphérique, c'est de la pollution... donc c'est des pneumonies, c'est tout ce genre de choses, de maladies qu'on avait connues à une époque qui vont réapparaître. Donc on voit que finalement, c'est la stratégie, ça sera de se passer de ces énergies fossiles. Donc ça, a priori... Mais ça, on ne sait pas faire encore. On le fait avec les centrales éoliennes. Est-ce qu'on pensait que... Bon, c'est pareil, quoi. Je pense qu'il y a une limite aussi à ce genre d'énergie. Donc, c'est quoi votre point de vue sur l'éolienne? Moi, mon point de vue, c'est que l'éolienne, il faut qu'elle tourne... Quand on fait un bilan énergétique, un bilan écologique, on va dire, un écologiste, quand il fait un bilan écologique, il prend un appareil et puis il regarde du premier boulon jusqu'au recyclage complet de l'appareil, l'énergie produite et l'énergie restituée. Donc, quand on voit l'énergie produite, qu'il faut
pour fabriquer une éolienne, hein, puisque c'est pas des pales en bois, hein, sont en matériaux composites. Hein. Elle nécessite une maintenance. Il faut qu'elle tourne quelques années, juste avant de rembourser l'énergie qu'elle a. Alors justement, on a évalué sur les éoliennes type comment dire, à partir de quel moment elle est rentabilisée sur le plan énergétique. Il faut combien de temps? Je crois qu'il faut une vingtaine d'années. 20 ans pour qu'elle soit rentable. Ouais, voilà. On ne parle pas de coût, on parle de rentabilité énergétique. Hein, et le Canard enchaîné a dévoilé il y a quelques mois qu'il n'y en avait même pas la moitié qui était reliée au réseau des éoliennes en France. Parce que le réseau français a été prévu pour des centrales nucléaires qui fournissent un courant de manière continue. Et on produisait au cas par cas avec des barrages hydroélectriques ou des centrales, ce qui manquait pour le prix de production. Parce que le problème, c'est qu'il faut toujours produire très exactement ce qu'on consomme. Quand on met des éoliennes, un coup de vent. Stockage, hein, Oui, mais le problème c'est ça, c'est qu'un coup de vent et puis d'un seul coup il y a une arrivée massive de courant sur le réseau, pareil pour les panneaux solaires, et dès que ça s'arrête, et donc on est toujours en train d'essayer d'ajuster. Et le réseau n'est pas du tout conçu pour ça. Donc c'est ça, de toute façon, fondamentalement, l'énergie, on a du mal à trouver la façon de la stocker. Alors il y a des solutions, mais c'est voilà. Et c'est pour ça que le nucléaire était très très pratique pour ça, parce que on chauffe ou on chauffe pas, et donc de fait on est capable de réguler très 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 facilement. Effectivement, hein, le jour où quelqu'un trouvera la solution de stocker l'énergie de manière efficace et durable, on aura résolu. Voilà, parce qu'évidemment les énergies non renouvelables produisent de l'énergie qu'on n'en a pas besoin. Alors après, les différentes formes. Après le stockage, ça peut être des transformations de l'énergie en quelque chose de stockable. Hein, donc après on peut penser à de l'hydrogène liquide, on peut penser à des choses comme ça. Bon, voilà. Mais voilà, c'est là-dedans qu'il faut de la recherche et du développement. Tout à fait. Mais déjà, l'énergie qu'on n'utilise pas, c'est quand même déjà quelque chose. Donc faire une grosse politique d'économie d'énergie, c'est déjà un bon pas. Donc on va revenir un petit peu à l'UPR. Bon, j'imagine comme beaucoup d'adhérents, votre engagement à l'UPR, c'était aussi un moyen de peser sur l'avenir. Alors moi, je suis vraiment comme le militant UPR typique, c'est-à-dire qu'il y a quelques années... je ne savais pas pour qui allait voter. Enfin, j'avais bien compris, comme beaucoup, que ça ne servait pas à grand-chose. Et honnêtement, jamais je pensais m'engager en politique. On m'aurait dit il y a 10 ans que je me serais engagé en politique. J'ai dit non, c'est pas possible. Mais au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, alors soit on est critique, et puis on critique, et puis on se contente de critiquer, et puis on fait rien, soit on essaie de faire quelque chose. Et quand j'ai vu les conférences de François Asselineau, hein, comme tout le monde, j'ai découvert sur Internet, que j'ai suivi pendant plusieurs années et que j'ai vu que ce qu'il disait se confirmait, jour après jour, tout le temps. On était encore sur la crise financière à l'époque, en 2011. Je me suis dit que ça méritait qu'on l'aide. Voilà. C'est pour ça que j'ai adhéré au départ. Je me suis dit, avec tout seul, à aller faire des conférences aux quatre coins de la France, à essayer d'être écouté, à faire des conférences sur Internet. J'ai jamais passé dans un média. Je me suis dit, il m'avait l'air vraiment sincère dans sa démarche. Je me suis dit, vraiment, il faudrait qu'on l'aide. Et le fait de devenir militant, donc au début, j'étais juste adhérent, voilà, j'avais aucune fonction particulière. C'est quand je suis arrivé dans le département. Dans le département, on était très peu d'adhérents. Et un jour, on s'est rencontrés, on s'est vu au café, et puis on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on essaye de faire quelque chose à notre petit niveau, qu'on informe un peu nos concitoyens, et puis c'est parti de là, hein, finalement. Après, on se prend au jeu, hein. On voit quand les gens viennent une fois à une réunion, et puis la mécanique s'engrange, et puis on a envie d'en faire plus, et puis c'est comme ça que petit à petit, on va plus loin dans l'engagement, tout simplement. Donc on vous sent un peu, enfin moi je vous sens assez pessimiste sur l'avenir. Et justement, si la France ne sort pas de l'Union européenne, comment vous la voyez dans 10 ans ? Dans 10 ans, si on ne sort pas de l'Union européenne, ce sera Ça sera l'Amérique ? Ouais, un petit peu, je pense que ça va ressembler à ça, ouais. Sauf que vous savez, pour beaucoup de personnes, l'Amérique, c'est la société idéale. Oui, mais l'Amérique, la vraie Amérique, pas celle qu'on voit dans les séries TV, quand les gens vont aux États-Unis et qu'ils vont voir ce qui se passe dans les bas quartiers de Philadelphie, etc., et comment vivent la majorité des Américains. Certains, je ne sais plus quel acteur américain, disaient que le pays était en train de se tiers-mondiser. De plus en plus qui vivent dans des caravanes, dans des tentes, enfin c'est juste incroyable. Moi je voyais dans le Montana pendant l'hiver, y a des gens qui allaient dans des grandes tentes chauffées par les communes, parce qu'ils n'ont plus le moyen de payer leur facture de chauffage, donc plusieurs fois par jour ils viennent se réchauffer et puis ils rentrent chez eux après. L'Amérique, quand on regarde, qu'on gratte le vernis, on n'a pas du tout envie d'y être en fait. Hein.
On les envie beaucoup moins, les Américains. L'Amérique, c'est bien quand on est, c'est comme partout, hein, qu'on est touriste et puis qu'on va, Oui, voilà. et qu'on va là. Mais si on pose la question aux Américains, hein, ceux qui subissent de plein fouet les effets du mondialisme, je pense qu'ils ne seront pas de... C'est aussi pour ça que M. Trump a été élu. Hein. Oui. C'est parce que voilà, il a dû séduire une partie de la population qui ne trouvait pas son compte dans l'Amérique. La grande majorité des Américains ne profitent pas du tout des avantages. C'est un peu comme chez nous. Après, hein. bien sûr, il y a la personnalité de M. Trump, on est d'accord, elle n'est pas forcément... Oui, mais effectivement, on ne va pas dire que aux États-Unis, les Américains se portent bien. C'est pas vrai. Oui, quand on regarde des séries américaines... Donc on peut dire que le rêve américain, c'est qu'un rêve. Oui, voilà. Et ça sera toujours qu'un rêve. Mais c'est pas mon rêve. Hein. Mon rêve, c'est que les Français restent français. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu sur vos délégations. Donc, est-ce que vous avez une méthode particulière, vous, pour vos délégations, pour la gérer, voilà, pour l'animer? J'ai pas de méthode particulière. En général, j'essaie d'être au milieu de tout le monde et d'écouter les idées de chacun, parce que mine de rien, tout le monde a son avis. Et très très souvent, on s'aperçoit qu'il y en a plein qui ont des très bonnes idées. Il suffit juste de les écouter et d'avoir un papier et de les noter. Voilà. Et puis après, c'est peut-être pas des choses qu'on met en œuvre tout de suite, mais voilà, l'avantage, c'est la richesse humaine d'une délégation, c'est qu'il y a des gens qui viennent de partout, qui ont plein d'idées, et voilà, il faut apprendre à les écouter, et s'entourer de gens qui en savent beaucoup plus que nous, c'est très bien d'ailleurs. Et à partir de là, on arrive à faire des choses, voilà. Mais basé sur le volontariat, on met en œuvre des idées qu'on a eues tous ensemble, on essaie de suivre aussi les consignes qu'on nous donne évidemment au-dessus quand il y en a. Mais voilà, des fois c'est très spontané, on va dire. Donc je laisse un petit peu vivre les choses comme ça. J'essaie de ne pas être trop directif, j'essaie de donner mes idées. Et puis quand on est nombreux à avoir quelque chose qui se rejoint, on essaie de l'organiser, tout simplement. Alors, donc j'imagine que comme dans les autres délégations, vous devez avoir vos difficultés aussi quotidiennes. Et justement, comment vous aimeriez la voir évoluer, vos délégations? C'est qu'on arrive à être très actif l'année prochaine, là, à l'occasion des élections européennes. Qu'on arrive à être vraiment présent, qu'il y ait suffisamment de bras pour pouvoir aller distribuer des tracts à Blois, la préfecture, dans les sous-préfectures, qu'on puisse être vraiment visible sur le terrain. On pourra aller à cette occasion reprendre contact avec les journalistes qui nous ont, mine de rien, qui nous ont bien accueillis l'année dernière, et essayer de se faire entendre. Voilà. Si on a suffisamment de monde pour nous donner un coup de main, on peut être bien plus efficace qu'on ne l'a été dans le passé, où on était peu nombreux. Quand il faut coller les affiches, c'est très très vite des centaines de kilomètres à faire, ça prend beaucoup de temps, alors que si on arrive à être plus nombreux, on peut être vu. Voilà, on peut être visible. Alors justement, là, c'était un petit peu une première pour beaucoup de délégations. Les adhérents, les militants sont allés défiler. Donc quel est votre retour justement par rapport à ces manifestations de mars? Je crois que vous en avez fait une ou deux, je sais pas. Alors nous, on s'est focalisé sur une manifestation qui nous avait beaucoup touché. C'était quelques jours avant. Sur les manifestations du 22 mars, on a eu très peu d'infos. Il fallait vraiment contacter les responsables syndicaux, c'était pas évident. Du coup, nous, on s'est intéressé à une manifestation qui a eu lieu le 16 mars sur l'hôpital. Parce qu'ils veulent fermer 80 lits à l'hôpital de Blois et réduire d'autant le personnel. Ils n'arrivent plus à se faire tourner le service des urgences parce qu'ils ont à peine un tiers des médecins qu'il leur faudrait pour pouvoir le faire tourner toute l'année. Donc ça devient vraiment très compliqué là-bas. Et comme c'est un thème qui m'est cher et puis qui est cher à beaucoup de monde, parce que c'est quand même vraiment le service public de proximité, après il faut aller dans d'autres départements pour avoir des soins. On a réuni des militants. Il y a un militant qui a eu l'initiative de lancer l'opération pour aller manifester à côté de la CGT notamment à cette occasion-là. Donc là, ils vous ont accueilli dans le défilé sans problème, la CGT? Voilà, à condition de ne pas trop exposer le fait qu'on soit UPR. De défendre les idées, le fait que ce soit l'Union européenne, ça leur posait aucun problème. Par contre, de mettre une banderole UPR, ça les gênait. Donc, Ok, parce qu'il faut savoir que dans les statuts des syndicats, il aurait interdit de défiler avec des partis politiques. Hein. Donc, voilà. Alors c'est des lois internes qui remontent à je ne sais pas combien de temps. Donc on avait des panneaux qui ont été mis, c'était sur justement d'où viennent les problèmes, l'Union européenne, toujours faire passer le message de l'UPR, mais sans afficher... qu'on ait un parti politique, parce qu'il
voilà. voilà. C'est parce que ça leur est interdit. Hein. Donc ils ont des règlements internes aussi dans ces syndicats qui leur interdit de défiler avec. Alors c'est plus ou moins respecté, parce qu'on sait très bien, par exemple, que la France insoumise a beaucoup plus de facilité à intégrer des cortèges de syndicats. Alors, en dehors de vos enfants, de votre famille, qu'est-ce qui peut rendre Grégory Houssin optimiste? Ah, sur l'avenir. 2000 ans d'histoire, c'est ce que dit François Asselineau dans sa conférence sur l'histoire qui est passionnante, parce que l'histoire, ça me passionne aussi. Et quand on prend l'histoire de France, c'est vraiment moi, la principale motivation, parce que je me dis que quand on voit toute l'histoire de notre pays, c'est pas les États-Unis qui arriveront à la servir et à la détruire, je pense pas. Ils n'y arriveront pas. Parce que les Français, depuis 2000 ans, ils ont été envahis, ils ont été martyrisés, ils ont été massacrés par moments, même ils se massacraient entre eux, mais la France est toujours là. Voilà. Et donc, je ne pense pas que malgré tout ce que pourra faire l'Union européenne ou d'autres forces, ils arriveront à détruire la France. Je pense qu'il va y avoir un sursaut, comme dans d'autres pays, et je l'espère, comme en Grande-Bretagne, comme en Espagne, en Italie, et le peuple reprendra ses droits et rétablira sa démocratie et sera gouverné comme il l'entend, et pas comme l'entendent d'autres pour lui. Mais je dirais la France, dans son histoire, c'est avant tout un mélange de cultures. Oui. Ce qui fait que la France est la France, c'est justement elle a intégré beaucoup de cultures. Donc si on peut résumer, le problème finalement de la mondialisation voulue par les États-Unis, c'est que c'est installé une forme de monoculture. C'est bien ça le fond du problème. Oui, c'est faire disparaître les autres cultures. Voilà, une monoculture à l'américaine. Donc c'est vraiment, moi, ce qui me rend optimiste, c'est que oui, on va peut-être passer par des moments qui vont être vraiment très compliqués. Est-ce que ça va être plus dur que ce qu'on a subi pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale? J'en sais rien, mais je pense que la France va se relever. Alors, quand vous dites les Américains, c'est la mondialisation. Enfin, oui, voilà. La mondialisation, on va dire, parce que et quand on dit la mondialisation, c'est pareil. On pense aux Américains parce que les dirigeants américains ont été c'est eux qui sont les précurseurs. Enfin, disons, c'est les oligarchies, entre parenthèses, dominantes en Europe, ce sont à l'origine des oligarchies anglo-saxonnes. Voilà, tout à fait. Et puis, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le peuple américain, il est dans la même galère, que nous. Hein, donc... Exactement ça. Quand je dis les Américains, c'est pas le peuple américain. On entend bien. C'est certaines élites qui ont une vision du monde qu'ils voudraient imposer. C'est les néoconservateurs. Hein, donc, ce qu'on appelle l'oligarchie mondialiste, c'est les néoconservateurs, dont on pourra d'ailleurs disserter une autre fois. Merci Grégory. Donc, j'espère à très bientôt. À bientôt. Voilà.